Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve ce soir, pour faire le débrief de l'étape numéro 7. Étape numéro 7 qui a été assez calme, hein. Donc c'est un débrief qui sera, je pense, plus court que les derniers jours. Peut-être qu'on fera 10 minutes parce que il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, hein. On va pas se mentir, on s'est un petit peu ennuyé. Enfin, moi je me suis un petit peu ennuyé. À part les 10 derniers kilomètres, c'est vrai que ça a été un petit peu non-course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Bon, aujourd'hui, on avait une arrivée le long de la mer. C'était une étape qui se passait en grande partie le long de la mer. Pas aidé par les conditions qui ont plutôt été vent de face quand même sur la fin de journée. On partait de Notaresco pour aller du côté de Termoli, pardon. Et les 10 derniers kilomètres ont été sympas. Alors avant, ça a été compliqué. De toute manière, la moyenne, c'était 36 km/h pendant très longtemps. Et ensuite, on est monté à 37. Et en fin de journée, si on est à 38 483. Pour une étape de plat, 36 à l'heure, c'est une allure un petit peu de sénateur. Peut-être que moi je suis capable de tenir ça pendant 50 bornes. Donc pour vous dire là, avec le matos qu'ils ont, hein, avec mon petit VTT, vous n'allez pas aller loin. C'est des journées comme ça, il y en a toujours une ou deux dans un grand tour où on sait qu'il va rien se passer. Et ça arrive sur le Tour de France. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir d'une étape en 2016 sur le Tour de France, où c'était 2016, non, c'était 2017, pardon, sur le Tour de France, où je m'étais fait chier. Il s'était absolument... Je crois que l'étape faisait 215 ou 220 km, ça va être 220. Il y avait un mec devant d'Intermarché, je sais plus qui. Il était parti, et puis voilà, il s'était rien passé d'autre. Et même le sprint s'était déclenché à 15 bornes de l'arrivée. C'était chiant à mourir. Il y en a toujours une ou deux. Voilà, c'était un peu cette journée-là. Bon, on va tout de suite faire le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais commencer avec les flops et Viviani, qui finit 15e Viviani. Pas une très grande journée pour Viviani, mais je m'attendais pas non plus à grand chose. La côte était peut-être un peu trop dure pour lui, et surtout pour ses équipiers, hein, parce que là il se retrouve... Alors il est bien emmené jusqu'à la côte. Jusqu'à la côte, virage à droite, là il est bien placé. Par contre à partir donc de 1,8 km de l'arrivée, il se retrouve seul. Donc il suit, mais très clairement c'était pas une étape pour lui. C'était pas un style de parcours qui pouvait lui convenir. Quand ça s'est emballé, il n'a pas les capacités physiques pour passer les bosses aussi bien que peut le faire notamment Caleb Ewan. Peut-être aussi un petit peu de fatigue, hein, pour Viviani, ça peut arriver, on est en fin de première semaine. Mais Cofidis a beaucoup travaillé en amont de cette étape. Je pense qu'il se retrouvait là encore un peu... Il était vraiment seul à 2 km de l'arrivée et sur une étape comme ça... où il avait, je pense, besoin d'être replacé au kilomètre. Quand ça s'est un peu tassé, il avait besoin d'avoir un équipier à ce moment-là. Là, il n'a personne. Et Viviani, sur une étape comme ça, il ne pouvait pas se débrouiller seul. Je continue avec AG2R. Très déçu par AG2R aujourd'hui parce qu'ils avaient quand même deux coureurs qui, pour moi, est en capacité de bien se placer sur cette bosse. C'était Vandrame et Nason. Et les deux font 17 et 20. Alors déjà, quand vous avez deux sprinters dans votre équipe qui font 17e et 20e, c'est qu'il y a eu un problème. Voilà. Quand il y a deux sprinters qui sont à 2 ou 3 places d'écart et qui ne sont pas dans le top 5, c'est qu'il y a un problème. Et puis ensuite, Nason, pour moi, quand il donne les clés du camion à Nason depuis le début du Giro, je suis un peu surpris parce que pour moi, Nason est moins bon que Vandrame, sur un sprint. Donc j'ai pas trop compris pourquoi il donne les clés du camion à Nason. Et du côté de Vandrame, aujourd'hui il n'a pas été dans le coup, hein, mais quand vous n'êtes pas habitué à sprinter depuis 3-4 jours, que vous êtes poisson pilote, faut se rappeler comment on frotte, prendre les réflexes. Puis aujourd'hui c'était une étape assez atypique, il fallait quand même être très bien placé. Je pense que G2R également, on les a laissés un petit peu seuls trop tôt.
il se retrouve à 2 et là, sur un état comme ça, il fallait avoir de la main-d'œuvre dans les 3 derniers kilomètres. Par contre, un coureur qui a passé une journée tranquille, c'est le maillot rose Attila Valter, je vais essayer de le faire avec un V, qui a passé une journée tranquille. Hein. Ils ont roulé très faiblement, ils ont pas eu besoin de contrôler énormément l'échappée, puisque l'échappée se calait sur le rythme du peloton. Donc c'est une journée où on n'a pas consommé énormément d'énergie du côté des équipiers, et lui s'est un peu baladé dans le peloton. Enfin, c'était vraiment la journée presque idéale quand vous avez le maillot rose. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Caleb Ewan. Du côté de Caleb Ewan, magnifique sprint. Quand je l'ai... Pourtant, j'ai eu peur parce que quand j'ai vu un coureur partir aux 300 mètres chez UAE, tout début, je me suis dit que c'est Molano, mais vraiment, même pas 5 secondes. Je pensais à ce moment-là que le mec qui était placé, c'était Molano. Mais quand la caméra fait le plan, le gros plan dessus, on voit tout de suite que c'est Gaviria. Là, je me suis dit, Gaviria, il est parti trop tôt. Et Ewan allait le manger. À un moment, je me suis dit, est-ce que Chimola, il va pouvoir faire le forcing? Et puis Chimola, il reste collé derrière dans la roue. Il peut pas redépasser... Ewan, non, il est parti, il a bien été emmené par Gaviria, et puis après, il est très puissant parce que dans la montée, là, à 12% sur 200 mètres, il est déjà à l'avant du peloton. Hein. Il regarde à gauche, à droite, il fait sa montée, mais il est vraiment très facile dans la montée. Et ensuite, derrière, il fait une belle étape. J'ai l'impression qu'il aime en plus l'Italie. Hein. On avait déjà vu ça sur Milan-San Remo. Il a fait d'énormes progrès en montagne, dans ses capacités de grimpeur, ce qui était même assez surprenant auparavant, parce que Caleb Ewan a un tout petit gabarit, hein, le mec je crois fait 1m70, un truc comme ça, donc pour un sprinter c'est vraiment un petit gabarit, ce qui normalement sont avantagés dans les côtes, parce qu'il y a moins de poids à déplacer, et pourtant Caleb Ewan n'était pas bon dans les difficultés. Là, j'ai trouvé, j'avais déjà trouvé ça sur Milan. Hein, j'avais été assez surpris qu'il soit très très bien placé sur Milan-San Remo, surtout dans le Poggio. Et là, aujourd'hui, il a encore fait du bon travail. Caleb Ewan. Encore une fois, hein, quand il lance son sprint, il n'y a rien à faire. Hein, personne ne peut le dépasser. C'est assez fort de sa part. Coureur au top également, le petit Matteo. Je dis toujours le petit, alors que ça fait depuis des années que je dis le petit Matteo Moschetti, alors que doit plus être si petit que ça. Matteo Moschetti, encore une très belle journée. Hein. Quand je dis que ce mec-là, j'attends de le voir avec un train complet un jour, parce que avec un train complet, je suis totalement sûr qu'il est capable de gagner des sprints, et qu'aujourd'hui, il n'est pas forcément dans la bonne équipe, je pense, chez Trek, où on lui fait pas assez confiance chez Trek. Parce que moi, j'ai quasiment jamais été déçu par Matteo Moschetti. C'est très très rare. Autant Mosca m'a parfois déçu, autant Moschetti, je crois, m'a jamais déçu au niveau des sprints depuis que je le connais dans cette équipe. Là encore une fois, hein, il se débrouille très seul quand même dans le final, encore une fois, mais il sait se placer, il sait prendre les bonnes roues, il sait faire des bons sprints. Le jour où il aura un train, le jour où il aura des bons équipiers avec lui, il fera la différence. C'est dommage, aujourd'hui c'est un coureur, je pense, Moschetti, hein, une équipe française pour Moschetti. Moi je serais Jean-René Bernaudot par exemple, au lieu de prendre le coureur la britannique qui venait de la Sky, j'aurais plutôt essayé de prendre un Moschetti, un coureur de ce profil là, parce que Moschetti il est très très bon, et il a toujours été très bon, Moschetti, et c'est un coureur qui mériterait vraiment d'être leader dans une équipe et d'avoir un train à son service. Et puis je termine avec Tim Merlier qui fait encore là aussi une belle étape, hein. Il est troisième. Tim Merlier, moi je m'attendais pas à cette performance de sa part aujourd'hui. Je trouve que, je vais pas dire c'est la révélation, mais c'est une... si on peut le dire, c'est quand même une révélation. Ou c'est une confirmation, ça dépend. Du côté de Merlier, on savait qu'il était performant, mais il a confirmé tout ce qu'on voyait de lui. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est de voir Alpecin n'a pas peur sur ce Giro de prendre
les commandes à certains moments du peloton comme une équipe World Tour. De toute façon, ils ont l'effectif d'une équipe World Tour, hein, très clairement, Alpecin Phoenix. Mais j'ai trouvé qu'ils ont fait du beau job déjà pour placer Merlier. Et puis après, lui, à 2 km de l'arrivée aussi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde avec lui. Et pourtant, là encore, il se démerde bien. Il se met dans la roue de Chimolai. Après, bon, il peut pas, lui aussi, il peut pas aller chercher Caleb Ewan parce que c'est trop rapide devant, mais il fait pas de mauvaise étape. On passe assez vite au bonnet d'âne. Je vais pas faire de transition. Je vais commencer avec, les commentateurs anglais. J'ai mis ça. Entre la réalisation de la rail qui se concentre quand même que sur les Italiens, ce qui est quand même très drôle, et avec le faisceau qui pète un jour sur deux, le faisceau télé, et des caméras qui sont à la rue, c'est là où tu vois que France Télévisions, surtout Jean-Maurice Hogg, est quand même à un niveau largement dessus, et tu comprends pourquoi Jean-Maurice Hogg a réalisé les championnats du monde à Imola, que c'était pas la télé italienne. Mais du côté des commentateurs anglais, ça fait depuis 2 jours là que je suis sur Eurosport GB, et que j'écoute attentivement les commentaires. Oh putain, qu'est-ce qui se plante régulièrement. Là, donc, par exemple, quand je vous disais que moi j'ai repéré en 5 secondes, même pas 5 secondes, que c'était Gaviria, dès qu'il y a eu le gros plan, j'ai vu que c'était Gaviria, parce que déjà un barbu chez UAE, il n'y en a pas 150. Puis la manière dont il a de sprinter, il a une manière assez atypique, vraiment les mains en bas du guidon. Et ça, enfin, je sais pas, Gaviria, vous reconnaissez quand il sprint. Donc, eux, ils disent que c'est Molano. Ok, bon. De se planter une fois, mais ils se sont plantés dans les 10 derniers kilomètres, ils se sont plantés plein de fois. Pour eux, c'était pas, c'était Peter Sagan, alors que ça pouvait pas être Peter Sagan, il n'y avait pas les liserés de champion du monde. C'était Danielos. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu, il y en a eu à partir de 15-20 km de l'arrivée. J'ai écouté, il racontait une connerie toutes les 3 phrases, et c'est pas la première fois parce que autour de la communauté de Valence, j'ai regardé également en anglais, ils ont enchaîné les bourdes, et pourtant c'était pas les mêmes commentateurs, hein. Ils ont enchaîné les bourdes et les fameuses mauvaises prononciations. David Godou ou Goudou à la fin, ça allait finir. Les prénoms français, les noms français, ils ont du mal, hein, les commentateurs anglais. Donc comme quoi, quand on me reproche de dire Attila Walter, voilà, je suis pas le seul à faire des erreurs. Mais je trouve que bon, une erreur de temps en temps, bon voilà, t'en fais. Mais là, quand t'enchaînes 4 ou 5 là, sur les 10 derniers kilomètres, ça fait un petit peu beaucoup. Puis de toute façon, je savais pas quoi mettre en flop. Non, j'ai mis Peter Sagan parce que c'était quand même l'étape de Peter Sagan aujourd'hui. Ça convenait vraiment à son profil parce que c'était une étape où il fallait être un sprinter ou un punter, je sais pas comment on va dire. Là, c'est vraiment le profil de Sagan. Et bon, Sagan aujourd'hui, il est pas dans le rythme. Je sais pas trop quoi dire. Déjà, l'attaque de Haas, ça veut dire que ses équipiers ont pas confiance en lui parce que attaquer à 2 bandes de l'arrivée, c'est que t'as pas confiance dans ton leader. Quand tu suis comme ça un mec devant, et puis Sagan, il est pas bien placé, quoi. Donc pas bien placé, tu peux pas faire grand chose. Pourtant la Bora a bossé, hein. Aujourd'hui, dans les 10 derniers kilomètres, ils font du bon travail, mais Sagan n'est pas dedans. C'est très surprenant parce que quand on voit son Tour de Romandie et là cette course-là, alors vous allez me dire le Tour de Romandie en termes de sprinter, le plateau était moins important. Oui, mais quand il fait son sprint lors de l'étape numéro 1, où il part à 350 mètres de l'arrivée, vent de face, c'est solide, quoi. Et pourtant, là, j'ai l'impression que depuis une semaine, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien. C'est surprenant du côté de Sagan, je trouve. La différence entre le Tour de Romandie et là, en 10 jours de temps, hein, ça fait depuis 10 jours qu'on a fini le Tour de Romandie, je trouve, est assez énorme. Puis je termine avec Gianni Moscon. Mais vraiment rapidement, Gianni Moscon. Bon, aujourd'hui, il fait 13. C'est là où on voit la difficulté quand vous avez un grand leader dans votre équipe de pouvoir vous en sortir sur une étape où on vous donne votre carte parce que vous devez vous débrouiller seul et que c'est très compliqué. Et c'est là où on s'aperçoit que Mark Cavendish, quand il avait été chez Sky, il avait été très fort parce qu'avec simplement Boasson-Hagen, il avait réussi à remporter des étapes et je pense que c'est vraiment là où il avait été le plus fort physiquement. C'est cette année-là parce que réussir à faire la différence alors que
T'es complètement seul, c'est très costaud. Et là, Moscone, il lui manque des hommes en fait dans le final. C'était peut-être aussi un peu trop plat pour Gianni Moscone aujourd'hui. Peut-être que demain ça peut l'intéresser. Je ne l'ai pas mis parmi mes coureurs favoris parce que je pense que c'est une échappée qui va s'imposer. Mais pourquoi pas demain si vous voulez mettre une grosse cote, Gianni Moscone, ça peut être intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Demain, donc étape avec arrivée en boss. Côte de 4ème catégorie, il y aura un col de 2ème catégorie avant. Débrief samedi soir, demain soir. Présentation demain matin 7h30. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.